Économie de Max, soyez les bienvenus sur i24 News. Voici les titres de cette édition. Le high-tech israélien en vedette aujourd'hui avec un reportage exclusif. Nous suivrons les pas d'une quinzaine de start-up étrangères venues étudier et échanger autour de l'expertise israélienne. Quelles perspectives, quels débouchés dans un secteur plus que jamais en vogue. Jérémy Brabé nous en dira plus. Elle fut le berceau de l'automobile aux États-Unis. Elle a perdu en 60 ans la moitié de ses habitants. La ville de Détroit, incapable de rembourser ses 20 milliards de dollars de dettes, s'en remet aujourd'hui au secteur du tourisme. Visite guidée des ruines de Détroit dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actu économique du jour, d'abord en images, et on se tourne bien évidemment vers les États-Unis avec des progrès énormes. Ce sont les termes des démocrates, des progrès dans les négociations sur la dette fédérale, et à J-2 d'un éventuel défaut de paiement des États-Unis, eh bien chaque mot compte. Démocrates et républicains assurent qu'un compromis est proche sur la double impasse du budget et du plafond légal de la dette. Il consisterait à rouvrir rapidement les agences fédérales fermées depuis 2 semaines en raison du shutdown. Il s'agirait aussi de relever le plafond de la dette pour couvrir les emprunts du pays sur 4 mois supplémentaires. Je suis très optimiste sur un accord raisonnable cette semaine pour rouvrir le gouvernement, payer les factures de la nation et entamer des négociations sur le long terme pour remettre notre pays sur pied. J'apprécie énormément les efforts de mon ami, le chef de la minorité. Permettez-moi de faire écho aux remarques du chef de la majorité. Nous avons eu l'occasion ces derniers jours d'avoir des échanges très constructifs sur la manière d'aller de l'avant. Ces discussions se poursuivent et je partage son optimisme. Nous allons obtenir un résultat acceptable pour les deux parties. Direction l'Afrique du Sud, et on peut dire qu'a priori c'est du gagnant-gagnant. Paris cherchait à exporter son savoir-faire industriel. Pretoria veut attirer les investissements pour créer des emplois dans une période où le taux de chômage atteint les 25%. Résultat, 2 accords commerciaux majeurs signés hier par François Hollande pour un total de 6 milliards d'euros. GDF Suez va construire une centrale thermique pour 1,5 milliard. Une centrale solaire est aussi prévue. Alstom décroche le gros lot avec un contrat historique de 4 milliards d'euros pour fournir 3600 wagons à l'Agence nationale sud-africaine des transports. Une visite d'État de 2 jours, vous le voyez, un costume de VRP de luxe pour le président français accompagné de 8 ministres et d'une vingtaine de chefs d'entreprise. C'est ce mardi que se sont ouvertes à Genève les négociations sur le dossier du nucléaire iranien, les premières depuis le discours d'apaisement à l'ONU du nouveau président iranien Hassan Rouhani. 2 jours de discussion entre l'Iran et le groupe des 5+1, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Chine et Allemagne. L'atmosphère est officiellement à la détente et Téhéran tentera d'obtenir un assouplissement des sanctions économiques. Des sanctions qui ont notamment contribué à réduire de moitié les exportations iraniennes de pétrole, avec en parallèle une chute du rial face au dollar. Washington a laissé entendre ces dernières semaines qu'il pourrait revoir les sanctions si l'Iran fournit des garanties sérieuses de coopération. Et puis en bref, sachez que la directrice générale de Burberry, Angela Ahrendts, va rejoindre les rangs d'Apple. Elle a été nommée vice-président senior en charge des magasins et des ventes en ligne, le tout sous la responsabilité directe du PDG d'Apple, Tim Cook. Elle est remplacée chez Burberry par Christopher Bailey qui dirigeait jusqu'ici la création. C'est un événement exceptionnel auquel ont participé des entrepreneurs, souvent jeunes, du monde entier. Ils sont venus voir, rencontrer, apprendre dans un pays surnommé souvent la nation start-up. 14 entreprises étrangères en quête de nouveaux marchés réunies à Tel Aviv, toutes lauréates d'un concours organisé par le ministère israélien des Affaires étrangères. C'était cette semaine, Anthony Nesme y était pour nous. Cette semaine, la ville de Tel Aviv met à l'honneur l'innovation. Aujourd'hui, nous rencontrons 14 startups étrangères sur un toit de Tel Aviv, surplombant le port. Ces compagnies ont été invitées en Israël, tout frais payés, après avoir gagné un concours national organisé par l'État hébreu. Un concours qui a mis en compétition pendant 3 mois des dizaines de startups. Pendant une semaine, ils vont échanger, visiter et s'offrir des possibilités de business. Le ministère des Affaires étrangères est à l'initiative de ce concours. Israël soit connecté à la créativité, à l'innovation et avec l'entrepreneuriat en général. Parce que trop souvent, Israël est dépeint par les médias à cause d'événements politiques ou en lien avec la sécurité. i24 News a décidé de vous montrer 2 startups. La première, Flito, vient de Corée du Sud. Ce que nous faisons, c'est traduire tout le contenu avec précision, de manière efficace et surtout presque en temps réel.
Vous pouvez prendre une photo, enregistrer votre voix ou taper simplement le texte et nous pouvons ensuite traduire en 18 langues différentes. Et ce n'est pas de la traduction automatique. C'est une traduction réalisée par une personne réelle pour qu'elle soit toujours exacte. Il faut moins d'une minute pour traduire ces quelques mots de coréen en bon anglais. Bonjour, je suis Simon Lee, le créateur de Flito, et je suis heureux d'être en Israël. Le temps est magnifique. Simon Lee espère que son voyage en Israël apportera de nouvelles portées commerciales à son application. Il est venu aussi échanger des idées en toutes les langues et avec tous les pays, une démarche conforme à son application. En fait, j'ai vécu dans de nombreux pays où les gens parlent des langues différentes. Je me suis donc investi dans l'apprentissage des langues. Et puis j'ai été plusieurs fois confronté à la barrière de la langue, alors je me suis dit que trouver un moyen de la briser, ce serait simplement incroyable. J'ai donc sorti cette application où les êtres humains aident d'autres personnes à traduire leur contenu. Pat Phelan est irlandais. Trustive, sa compagnie spécialisée dans la sécurité, a été élue meilleure start-up européenne de l'année. Ce que nous faisons, c'est éliminer toutes sortes de fraudes pour le commerce électronique. Nous vous disons avec exactitude avec qui vous faites des affaires. Nous recherchons beaucoup d'informations sur l'identité des commerçants qui usent le web. Cela nous permet d'éviter les fraudes. Trustive vérifie qui se trouve à l'autre bout de la transaction, si ne sont pas des machines ou des fraudeurs déjà répertoriés. Pat Phelan ne cache pas sa joie d'être venu pour la première fois en Israël. Nous avons gagné un concours à Dublin pour venir à Tel Aviv et je suis ravi d'être là. C'est un endroit incroyable. Nous avons eu une réunion ce matin dans laquelle on a appris qu'il y avait environ 700 startups dans une ville qui fait la même taille que celle d'où je viens. Israël s'efforce d'attirer les compagnies étrangères. En juillet dernier, Tel Aviv a même créé un visa start-up, simplifiant les procédures d'installation pour les investisseurs. Objectif, renforcer toujours plus le secteur des high-tech, véritable moteur économique de la nation dite start-up. Voilà, le high-tech, l'un des moteurs de l'économie israélienne. Alors, on va tenter d'aller plus loin encore avec notre invité aujourd'hui, Jérémy Brabé, expert du high-tech. Bonjour Jérémy et bienvenue à vous. Bonjour David. Alors, avant de vous écouter, d'abord quelques chiffres. 6% du PIB, c'est ce que consacre l'État d'Israël à la recherche et au développement. En France, c'est 2%, 500 startups créées chaque année dans le pays, 140 ingénieurs pour 10 000 travailleurs. C'est le taux le plus élevé au monde, 88 au Japon, 60 en Allemagne. Et puis des rapports directs entre les universités et le monde des affaires. Jérémy, on le voit, le high-tech israélien séduit. Que viennent chercher ces entrepreneurs en Israël? Est-ce que c'est des partenariats technologiques ou c'est surtout et avant tout un état d'esprit, une créativité? Différentes choses. Il y a déjà une originalité dans l'approche. C'est par exemple le GPS social qu'a développé Waze, qui ensuite a été racheté par Google, ou la messagerie instantanée qui a été développée par ICQ et ensuite rachetée par AOL. C'est aussi une expertise technique. C'est le cas par exemple de InVision Biometrics qui a été racheté par Intel et qui sert maintenant de base aux technologies 3D d'Intel. Et c'est aussi des technologies développées vite et à moindre coût. Le coût du travail en Israël est beaucoup moins élevé que dans la Silicon Valley et les levées de capitaux sont plus faibles. Alors justement, comment expliquer cette réussite? Est-ce que c'est l'esprit d'initiative dans un pays qui n'est pas connu, on le rappelle, pour ses ressources naturelles? C'est ça qui a poussé Israël vers le sommet mondial du high-tech? Il y a les raisons que vous avez évoquées tout d'abord, mais il y a aussi par exemple le repérage et la formation des talents précoces par l'armée. On pense notamment à la formation technique, par exemple l'unité 8200 de l'armée qui est célèbre pour sa formation technique, la formation managériale aussi avec la gestion de projet et le leadership. Il y a aussi la concentration des talents dans le high-tech. Là où aux États-Unis ou en Europe, les talents se concentrent dans le conseil et dans la finance, en Israël, c'est dans le high-tech où les salaires sont par exemple plus élevés. Il y a aussi la culture de la prise de risque. C'est-à-dire que le pays lui-même est un énorme challenge et la culture de la prise de risque est vraiment encouragée ici. C'est ça ce qui fait la particularité d'Israël. Alors après les réussites technologiques, on imagine qu'aujourd'hui l'enjeu il est sur le plan financier. Comment expliquer qu'autant de start-up israéliennes, une fois qu'elles atteignent un volume suffisamment intéressant, eh bien elles tombent souvent dans l'escarcelle d'un grand groupe, souvent américain, parfois européen? C'est que les entrepreneurs israéliens ont un intérêt direct à vendre leurs entreprises et ils ne pensaient pas jusqu'à présent être capables de les faire croître.
Seulement, il y a eu maintenant un retour d'expérience, comme par exemple des sociétés dans les télécoms telles Amdocs ou NICE, ou la société d'antivirus Checkpoint, qui montrent qu'on est capable de développer des grandes sociétés ici. Il y a aussi des mécanismes juridiques mis en place par le capital risque. Par exemple, une assurance pour les fondateurs de start-up de récupérer une somme minimale s'ils acceptent de ne pas vendre leur société à la première offre, ce qui permet de prendre le risque de laisser croître la société. Merci Jérémy pour toutes ces précisions. Jérémy Brabé, notre expert du high-tech. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de Détroit, cette grande ville du nord des États-Unis, ancien symbole d'une industrie américaine triomphante. L'opulence des années 50 semble loin. Aujourd'hui, la métropole du Michigan affiche des paysages de désolation. Détroit est en faillite et à défaut de séduire les investisseurs, la ville tente d'attirer aujourd'hui un nouveau type de touristes. Regardez. Cela fait bien longtemps qu'on n'entend plus le bruit du train en gare de Détroit. Depuis sa fermeture, en 88, le monument tombe en ruine, symbole du déclin de la ville. Ses propriétaires actuels envisagent de lui redonner vie. En attendant, la gare remplit une unique fonction, celle d'attraction touristique. C'est un peu comme aller visiter les pyramides ou quelque chose du genre. C'est l'un de ces endroits incroyables et complètement délabrés. C'est immense, donc je pense que c'est à voir. Et tout le monde est étonné en découvrant cela. Cet artiste local serait sûrement du même avis. Il y a 10 ans, il créait un blog permettant de visiter virtuellement la ville et ses lieux en déclin. Parmi ces bâtiments figure ce théâtre, un lieu spectaculaire, aujourd'hui transformé en parking. Vous vous tenez justement à l'endroit où Henry Ford a créé sa première voiture, avant la construction du théâtre. Puis dans les années 70, les gens ont commencé à fréquenter les grands centres commerciaux en banlieue, avec leurs immenses parkings gratuits. Pourquoi ce théâtre est-il mort? Eh bien justement parce qu'il ne comportait pas de parking. Quelle ironie! Mais c'est comme ça, c'est Détroit. Étouffée par la faillite, la ville est désormais bien loin de ses jours de gloire. Mais dans quelques quartiers, l'espoir semble être de retour. On peut voir certains bâtiments se développer par ici. Ils sont probablement rénovés à cause de la demande de logement. Ceci, là-bas, c'était une ruine. Maintenant, c'est reconverti en hôtel. Difficile de voir Détroit se séparer de ses ruines. Mais restaurer ces bâtiments vaut mieux qu'une démolition. Pour beaucoup de ces bâtiments, comme ceux que vous pouvez voir ici, c'est le mieux qu'il puisse leur arriver. Nous avons eu beaucoup de pertes, vous savez, et je dis souvent aux gens que ces immeubles sont comme des chefs-d'œuvre ou des sculptures. Est-ce que vous laisseriez une sculpture de Rodin à l'abandon? Le nombre de ruines diminue en centre-ville, mais en périphérie, beaucoup restent en l'état. Détroit peut accueillir 2 millions d'habitants. Pourtant, elle en compte aujourd'hui à peine la moitié. Et Johanna Citruc nous a rejoint pour sa revue de presse. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors, on vient de le voir, Détroit est la première grande ville américaine à se déclarer en défaut de paiement. Que se passerait-il si une ville comme Paris se mettait en vente ? Alors, pour acheter Paris, il faudrait débourser exactement 706 milliards 885 millions d'euros. Une estimation donc qu'on retrouve dans le livre Que vaut Paris, auquel s'intéresse aujourd'hui le quotidien français Le Figaro. Alors, pour évaluer le prix de la capitale, les auteurs se sont basés sur les statistiques de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Résultat, plusieurs éléments ont été pris en compte, notamment les logements. Donc, il y en a environ 1,3 million dans la capitale. Les bureaux, près de 17 millions de mètres carrés dans Paris, sont destinés aux entreprises. Et les magasins, 84 000 boutiques sont recensées dans la capitale. Alors, seul petit problème, les calculs ne prennent pas en compte les monuments. Pourtant, le Palais de l'Élysée donc, est estimé à 1,2 milliard d'euros, ce qui fait beaucoup. La Tour Eiffel à 2,8 milliards et le Musée du Louvre à 7,5 milliards. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait pas mal. Alors Johanna, on le sait, les énergies vertes sont de plus en plus plébiscitées. Pourtant, elles semblent intéresser de moins en moins les investisseurs. Pourquoi ?
Oui, alors premièrement, les investissements mondiaux, comme vous l'avez dit, dans les énergies propres sont en diminution. Ils ont reculé de 20% par rapport à l'an dernier, mais surtout de 14% par rapport au trimestre précédent. C'est ce que révèlent donc les statistiques de Bloomberg New Energy Finance. Donc d'après eux, c'est à cause de l'incertitude politique en Europe, mais aussi du gaz américain qui est trop bon marché et de la Chine qui investit de moins en moins dans le solaire et l'éolien, ce qu'elle faisait beaucoup avant. Et l'exemple le plus flagrant, c'est celui de l'Allemagne. Jusque-là, le pays était considéré comme le bon élève, le champion européen en matière d'énergie renouvelable. Mais ces investissements sont en chute libre, à peine plus de 1 milliard d'euros au troisième trimestre 2013, alors que c'était près de 3,5 milliards au troisième trimestre 2012. Et c'est sa plus mauvaise performance depuis 2004. La France dans tout ça ? Alors pour la France, c'est pas vraiment mieux puisque entre le deuxième et le troisième trimestre, ces investissements dans les énergies vertes ont baissé de 40% pour atteindre un peu plus de 530 millions d'euros, donc en dessous du milliard. Heureusement, quelques pays ont quand même réussi à faire de bonnes performances, notamment le Canada, le Japon et de nombreux pays d'Amérique du Sud. Merci Joanna Citruc et à demain pour une nouvelle revue de presse. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Économie Le Mag revient dès demain sur i24 News. Nous nous intéresserons à la problématique de l'alimentation dans le monde. L'info continue. Restez avec nous.